crowdfunding. Le crowdfunding. Le crowdfunding. Pour le crowdfunding, oui. C'est un sujet dont on vous a déjà beaucoup parlé, le crowdfunding immobilier. Depuis plusieurs mois, les annonces s'enchaînent, acquisition, levée de fonds, nouveaux produits, et le tout sur fond d'européanisation. Le marché clairement accélère, étant plus que jamais la main à la clientèle patrimoniale, mais déjà on entend que les retards pourraient augmenter compte tenu de la conjoncture. Crowdfunding, le marché en ébullition, c'est le sujet de ce point IMO, c'est parti. Et je présente tout de suite les invités qui sont avec nous pour en parler. Elle est conseillère en gestion de patrimoine associée du cabinet Elea Finance. Elle vient nous donner ses conseils aux investisseurs qui sont intéressés par le crowdfunding, mais aussi à ses confrères et ses consoeurs CGP qui voudraient travailler avec des plateformes. Bonjour Thaïs Castan. Bonjour. Merci d'être avec nous. Il est patron d'une des plateformes dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Il a annoncé en exclusivité dans nos colonnes le rachat de la plateforme Patrimea. Alexandre Toussaint de Baltis est avec nous. Bonjour Alexandre. Bonjour Gaëtan. Et enfin, elle dirige la plateforme WeSeed, mais aujourd'hui elle vient avec sa casquette de vice-présidente de l'association professionnelle Financement Participatif France. Mathilde, 15 ans, est avec nous également en visio. Bonjour Mathilde. Bonjour Gaëtan. Merci à tous les trois d'être avec nous. Thaïs Castan, c'est la tradition, c'est au CGP, voilà, CGP en plateau avec nous, d'ouvrir le bal. Alors, une première question pour bien comprendre votre position sur le crowdfunding IMO. Vous avez le choix, c'est un QCM, vous avez le choix entre trois réponses. Pour vous, le crowdfunding IMO, c'est petit A, oui mais, petit B, non mais, petit C, pourquoi pas mais. Pourquoi pas mais. Bon. Vous nous en dites plus dans un instant quand même. Ok. On commence par mettre tout le monde d'équerre. On reprend les bases. Le crowdfunding pour les nuls, c'est la première partie. Alexandre Toussaint, je me tourne vers vous. Forcément, vous êtes patron de Baltis, plateforme de crowdfunding immobilier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne concrètement en quelques mots, dans quoi les investisseurs mettent leur argent ? Oui, tout à fait. Alors, le crowdfunding immobilier, ça a une petite dizaine d'années maintenant. C'est une activité qui est réglementée par l'AMF et qui permet de mettre en relation d'un côté des opérateurs immobiliers et de l'autre des investisseurs particuliers. Les investisseurs particuliers se connectent sur la plateforme, se créent un compte et là découvrent plusieurs projets de différentes natures. Donc, l'objectif, c'est de financer des promoteurs et des marchands de biens qui ont des besoins de fonds propres pour construire, pour rénover, pour réhabiliter des immeubles. Et les investisseurs financent ces opérateurs, financent les fonds propres aux côtés des banques pour que les opérateurs puissent développer leurs opérations. Donc, ça veut dire que le crowdfunding immobilier permet à des particuliers d'investir dans des programmes immobiliers auxquels ils n'auraient pas accès seuls, évidemment, et d'investir leur épargne sur des périodes assez courtes, généralement entre 6 mois et 36 mois, qui est généralement la durée du projet, et ensuite avec des rendements qui oscillent entre 9 et 10%. Évidemment avec des risques, on en parlera certainement tout à l'heure. Tout à fait. Mais voilà, c'est une nouvelle classe d'actifs qui permet aux particuliers d'investir sur Internet à partir de 1 000 € généralement sur une nouvelle classe d'actifs. Et pour préciser également, on peut y investir soit en actions, soit en emprunt. Thaïs Castan, de votre expérience de conseillère en gestion de patrimoine, est-ce que les investisseurs comprennent bien ce dans quoi ils investissent à chaque fois ? Alors, pas forcément. C'est-à-dire que la plupart des investisseurs pensent détenir une partie de foncier, alors que c'est une classe d'actifs financière pure, c'est-à-dire on détient une sorte d'obligation d'un prêt participatif, où effectivement on finance un projet immobilier, de promotion immobilière, mais voilà, c'est une classe d'actifs financière et non pas immobilière. Mathilde Clanzan, vous qui êtes vice-présidente de l'association Financement Participatif France, vous avez une vision globale du marché. C'est quoi justement le marché du crowdfunding immobilier ? À quoi il ressemble aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, donc moi je parle au nom de France Finance Participative, Finance Participative France, FPF. Donc on a 72 plateformes qui sont adhérentes et dont 20 qui ne font que de l'immobilier. Aujourd'hui, toutes les nouvelles plateformes en fait, qui se créent sont essentiellement tournées elles-mêmes vers l'immobilier, donc selon les formats qui ont été précisés par Alexandre. Et d'après le baromètre du crowdfunding, donc on en publie un par an, notamment dans le cadre donc, de FPF. Et en 2021, c'est 1150 millions qui ont été collectés en fait, à destination donc, des professionnels de l'immobilier. Et vous disiez en action ou en obligation, mais c'est quand même quasi essentiellement en obligation aujourd'hui. Voilà, donc c'est à peu près 61% de la collecte du marché du crowdfunding en France qui concerne le secteur immobilier, qui est vraiment la locomotive du secteur. En 2022, selon l'agrégateur en ligne Hello Crowdfunding, c'est déjà 953 millions d'euros qui ont été collectés par les plateformes immobilières.
pour un rendement moyen d'un peu plus de 9%, 9,44% exactement. Thaïs Castan, on va parler dans un instant de l'intermédiation qui monte dans le secteur, mais déjà, une des critiques qui revient le plus souvent de la part des CGP, c'est le risque qui n'est pas assez dilué pour eux, puisqu'on investit dans un projet en particulier. Quel est votre avis? Quels sont vos conseils pour diminuer le risque au maximum? Alors, pour diluer donc, le risque au maximum, l'idée, c'est déjà de ne pas mobiliser l'intégralité de son patrimoine sur du crowdfunding. Dans l'idéal, en fonction du volume du patrimoine de l'investisseur, entre 5 à 10%, plutôt aux alentours de 5 idéalement. Et après, il y a différents intervenants vers lesquels on peut se tourner. L'enjeu quand on investit dans le crowdfunding, c'est la sélection de la plateforme qui distribue ses produits et donc la sélection du projet également. 5 à 10%, ça me fait penser, c'est un peu cette fameuse poche loisir, entre guillemets, que la clientèle patrimoniale peut utiliser pour aller vers des investissements alternatifs. J'aimerais bien avoir l'avis d'Alexandre et de Mathilde là-dessus. Pour vous, le crowdfunding immobilier, ça reste une petite brique de diversification d'investissement loisir dans le patrimoine global des clients, ou est-ce que ça peut représenter davantage ? Je vais commencer, Mathilde, si ça te va. Effectivement, je pense que on observe quand même que le crowdfunding prend de plus en plus de place dans une allocation d'actifs d'un patrimoine d'un particulier. Au départ, comme c'était nouveau, c'était peut-être un peu loisir, un peu exotique, parce que dès que c'est nouveau, on teste. Mais de plus en plus, et chaque année, on s'aperçoit que cette quote-part était à 1%, 2%, 5%. Elle tend de plus en plus vers 10%, et parfois, pour certains investisseurs, elle dépasse les 10%. Parce que le crowdfunding a des atouts qu'on ne retrouve pas ailleurs, notamment sur la durée d'investissement, sur les taux, sur la fiscalité avec le PEA-PME. Donc, en tout cas, le crowdfunding prend de plus en plus de place et ça va continuer à croître. Mathilde Ziclanzan, et même question pour vous. Allez-y. Je rejoins Alexandre. Avant, on avait, vous savez, la pyramide de l'épargne. Dans la pyramide de l'épargne, qui est assez connue, je pense, de la part de tous les professionnels, le crowdfunding, c'était la partie exotique, en fait, qui était complètement en haut de la pyramide. Et que un secteur en fait dans lequel on investissait quand on avait déjà rempli toutes les autres tranches en fait de la pyramide. Et aujourd'hui, notamment sur un phénomène sur le refus de plus en plus fort en fait de crédit de gens qui voudraient faire de l'investissement immobilier, parce que rappelons que quand même la pierre en France aujourd'hui et l'investissement immobilier est un des premiers investissements choisis par les investisseurs, par les épargnants. Et en fait, de par le fait qu'il y ait quand même beaucoup moins aujourd'hui d'acceptation de crédit pour pouvoir faire ces leviers d'investissement, vous avez beaucoup de gens qui avaient un peu d'épargne disponible et qui en ce moment se tournent vers l'immobilier et notamment le crowdfunding immobilier parce que ça permet une décimalisation finalement et une prise de risque qui est quand même encore bien maîtrisée, quoi. Je renvoie la balle à notre CGP, 5 à 10%. Pourquoi pas plus? Qu'est-ce qui pour vous aujourd'hui freine encore pour recommander davantage de crowdfunding immo? Alors je précise, quand je disais 5 à 10%, c'est du patrimoine financier, donc des liquidités. J'ai dit patrimoine, mais on ne prend pas en compte le patrimoine immobilisé qui ne fait pas partie de la capacité à investir. Donc 5 à 10%, si vous voulez, du patrimoine financier, des disponibilités. Voilà. Et pas plus parce que, encore un peu trop risqué aujourd'hui le crowdfunding, si on va sur une seule opération par opération? Pas plus parce qu'effectivement, alors le principe du crowdfunding, effectivement, c'est d'investir une somme et pendant la durée, donc effectivement, Alexandre l'a cité, entre 6 et 36 mois, il y a un coupon qui nous est reversé, qui est fixé à l'origine. La fiscalité est plutôt attrayante, donc on perd à 30% de la rentabilité globale. En revanche, voilà, si le projet arrive jusqu'au bout, et aujourd'hui les taux de défaut sont assez faibles, les taux de défaut remarqués, mais lorsqu'il y a un risque de défaut sur cette opération, c'est binaire. Ça veut dire qu'on ne perd pas juste 50% de son investissement, on perd la totalité de son investissement. D'où la diversification vraiment nécessaire et la poche assez restreinte que l'on mobilise sur cet investissement. Justement, les taux de retard et les taux de défaut, Mathilde Ziclanzan, ça c'est un gros sujet. On entend un peu partout qu'ils vont augmenter. Est-ce que les retards et les défauts vont augmenter réellement ? Alors, il faut quand même rappeler qu'ils sont relativement bas. Ils sont aujourd'hui inférieurs à 0,5%. On a très très peu d'opérations qui aujourd'hui ne sont pas sorties. Mais bien évidemment, il ne faut pas mentir. Tout simplement, oui, il y aura des défauts. Il y a des retards, mais les retards ne veulent pas dire défaut. Pour autant, dans la mesure où on a toujours appelé à la prudence, je pense qu'on joue tous le jeu, en fait, toutes les plateformes, sur le fait d'expliquer aux investisseurs où
aux professionnels de l'investissement, en fait, qui nous recommandent auprès de leurs clients. Je vous rappelais qu'il y avait du risque et que la diversification était la règle. 0,5%, c'est pour les taux de défaut. Les taux de retard, vous les avez? Ceux de moins de 6 mois, plus de 6 Je mois? crois qu'ils sont entre 10 et 12% aujourd'hui, mais on va quand même rappeler qu'on vient de passer 2 ans assez compliqués et qu'aujourd'hui, il y a des retards qui sont structurels, c'est-à-dire propres à l'immobilier, et n'importe qui aujourd'hui achète un appartement en VFA ou une maison avec un terrain à construire, sait très bien qu'il observera des retards. Et jusque-là, il n'y a rien d'anormal. Ça ne veut pas dire que votre immeuble ne sera pas construit, que votre appartement ne sera pas loué ou que votre maison ne sera pas construite. Ça n'a rien à voir. Et ensuite, on a eu un effet un peu conjoncturel, et ça c'est propre à toutes les plateformes. Et celles qui disent qu'elles n'en ont pas, ce n'est pas vrai, c'est absolument faux. Et c'est juste conjoncturel. Donc, on est en train de gérer des retards de travaux, des retards de commercialisation, des retards d'approvisionnement, des problématiques de main-d'œuvre. Et ce n'est pas grave, en fait. C'est vraiment pas grave. C'est juste un retard. Et j'ai même envie de vous dire que quand un projet est prorogé aujourd'hui, c'est qu'il est dérisqué. Alors, je sais que ça peut paraître surprenant, mais en fait, plus un projet, à partir du moment où il n'y a pas eu un problème en fait, sur le projet, et ça, les plateformes le savent aujourd'hui, et on n'accepte pas de prorogation si on sait qu'il y a un problème derrière. Mais si on accepte une prorogation, c'est que le projet est sain et donc il commence à être vraiment même dérisqué. Parce que quand il s'agit juste de vendre 1 ou 2 appartements, le projet est dérisqué. Je redonne la parole à Thaïs Casson, je crois qu'elle veut réagir. D'où la sélection du promoteur et aussi du projet que l'on finance, parce que plus le projet a du retard, plus le distributeur a besoin de liquidité pour assurer le coupon délivré à l'origine. Donc ça demande quand même une certaine solidité à la fois du distributeur et puis du groupe qui le finance derrière. Tout à fait. Alexandre Toussaint, expliquez-nous comment vous protégez justement les investisseurs. Qu'est-ce qui est mis en place pour les protéger en cas de retard, mais surtout en cas de défaut du porteur de projet? Juste pour compléter ce que disait Mathilde juste avant, effectivement, les retards, ça existe et ça fait partie de la vie de l'immobilier. Ce n'est pas une science exacte. Il y a deux choses. La première, c'est qu'il faut communiquer en amont aux investisseurs pour qu'eux puissent s'organiser, évidemment, en termes de liquidité. Et deuxièmement, il faut aussi noter que pendant ces périodes de retard, l'investisseur continue à être payé. Exactement. Au minimum, le taux qui était contractuel au départ, et parfois, et c'est le cas souvent chez Baltis, c'est un taux qui prend souvent 1 point de plus pendant cette période complémentaire. Donc, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, à partir du moment où c'est un retard, on va dire, commercial de 1 mois ou de 2 mois ou 3 mois, pendant lequel on continue à percevoir des rendements, voire un peu plus. La mauvaise nouvelle, c'est le défaut. Et du coup, qu'est-ce qui se passe en cas de défaut? Alors, en cas de défaut, comment on diminue le risque et comment on essaie d'apporter des garanties. Pour moi, il y a 3 niveaux. Il y a une grille à 3 niveaux. La première, c'est la qualité de l'opérateur, son historique, son track record, son sérieux, le fait qu'il ait déjà fait appel au crowdfunding ou pas, si oui, ce qu'il a remboursé dans les temps. Ensuite, il y a la qualité du projet, qui est pour moi la meilleure garantie. À partir du moment où le projet, lui, est bien structuré, la commercialisation est bien avancée, voire à 100%, que les marchés des travaux ont été signés, que l'offre de la banque est délivrée, que la GFA est obtenue, on a quand même des voyants qui sont en vert, même si ce n'est pas une science exacte. Et ensuite, au-delà de l'opérateur et du projet, on a des garanties supplémentaires, généralement 2 niveaux de garantie. Une garantie qu'on appelle plus corporate sur l'opérateur. Donc ça peut être une garantie à première demande, ça peut être une caution, ça peut être un nantissement de titre, et une garantie réelle sur l'actif, qui peut être une hypothèque de premier rang, une hypothèque de second rang également. Donc normalement, 3 grilles d'analyse, l'opérateur, le projet et les garanties complémentaires qu'on prend à côté. Je demande l'avis à notre CGP. Est-ce que du coup ça vous rassure? Est-ce que c'est suffisant selon vous comme dispositif pour protéger les investisseurs en cas de faillite du porteur de projet? Alors, ce sont des dispositifs qui sont nécessaires pour ce type d'investissement, puisqu'il faut quand même garder en tête que si l'investisseur place 100 €, je te donne un exemple au hasard, effectivement, ces 100 €, si le projet fait défaut, sont perdus dans sa totalité. Donc c'est sûr que ces garanties derrière doivent être prises à la charge, évidemment, du distributeur, du produit, j'entends. Après, voilà, on peut très bien faire, vous voyez, 9 projets de crowdfunding fructueux, et il suffit qu'on tombe sur le 10e, le dernier, pour qu'en fait on perde tout ce qu'on a gagné sur les 9 précédents. Donc il y a quand même un sujet à ce niveau-là. C'est ce qu'on appelle pas de chance. Alexandre, allez-y. Si on fait 10 investissements
a une performance en moyenne de 10%, et qu'il y en a un qui capote, on passe sur un rendement moyen de 9%. Donc ça vient évidemment pas annuler tout ce qui a été fait sur les autres projets qui, eux, sont des succès. Non, on compare la Le totalité. taux de défaut étant inférieur à 1%, si les 9 autres performent, les 9 autres compensent largement. Le dernier point, c'est que le défaut total à 100%, aujourd'hui est quand même extrêmement rare. Enfin, moi, je tiens à rappeler que, par exemple, on a eu Terla chez WICID, mais on continue à être remboursé. Donc, tous les ans, on continue à être remboursé. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui va prendre du temps, mais en fait, le défaut à 100% est quasi nul. Et autre sujet quand même qui n'a pas été abordé, c'est les frais. C'est-à-dire qu'en crowdfunding, il y a quand même très peu de frais, mis à part la flat tax. Ok, mais celle-là, elle est sur l'ensemble des produits financiers. Donc, mais par contre, il y a quand même très peu de frais aujourd'hui. Et Dieu sait s'il faut promouvoir aussi la diversification vers les SCPI, vers les FPCI, etc. Mais il y a quand même beaucoup plus de frais que le crowdfunding, qui est une manière aussi de désintermédier aujourd'hui les produits financiers. Et tout à fait, on n'a pas parlé des frais et on n'aura pas le temps d'aller plus loin parce qu'il faut qu'on passe à la deuxième partie, on passe à l'actualité chargée du crowdfunding. Et l'actualité chargée du crowdfunding IMO, c'est plusieurs acquisitions. En juillet, le groupe Empruntis qui rachetait Razers. En septembre, Baltis qui rachetait Proxima. On en parle dans un instant avec Alexandre. Des partenariats aussi. Boursorama qui distribue l'offre Domunity sur son site. Des innovations côté produit également, Upstone qui teste une garantie liquidité. Mais la plus grosse annonce, c'était sans doute celle de Club Funding qui a levé 125 millions d'euros. On a voulu en savoir plus forcément. Alors on allait poser 3 questions à son cofondateur lors du salon Patrimonia à Lyon. Cette levée a 2 objectifs principaux. Le premier, c'est d'aller à l'international. Au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui, de financer quelques projets en Belgique, au Luxembourg, en Espagne, là c'est vraiment de nous installer dans ces pays et devenir leader européen. On est leader français, mais d'être vraiment leader dans ces géographies. Et la deuxième stratégie, c'est de développer notre gamme de produits Club Funding. Alors, pour l'international, c'est d'installer des équipes ou de monter des bureaux dans des pays qu'on aura identifiés. Donc, il y a la Belgique, l'Espagne, le Portugal, le Luxembourg, l'Allemagne sont des pays qui nous intéressent. Donc, on étudie toutes les pistes pour pouvoir nous installer et aller dégoter les meilleurs projets pour nos investisseurs. Alors, c'est une des stratégies possibles pour aller un peu plus vite dans ces développements, que ce soit sur les géographies ou les produits qu'on proposerait. Voilà, on étudie plusieurs pistes, on ne l'exclut pas en tout cas. 125 millions d'euros. Alexandre Toussaint, ça vous inspire? Est-ce que prochainement, ça va être votre tour? Alors déjà, sur ce que ça m'inspire, je félicite le Club Funding parce que je sais que lever des fonds, c'est un peu un parcours du combattant. Donc bravo eux, même si j'ai cru comprendre que dans ces 125 millions, il y avait une grosse partie avec des banques. Donc pas vraiment une levée de fonds, mais plutôt un financement complémentaire. En tout cas, c'est un bon signal qui est envoyé à tout le marché. Parce quand on a une bonne nouvelle sur le marché, ça impulse aussi la dynamique auprès de tous les autres acteurs. Alors inversement, quand il y a une nouvelle un peu moins bonne, ça pénalise tout le monde. Mais en tout cas, là, ça montre que le crowdfunding, il y a un intérêt des institutionnels, des professionnels et surtout des fonds étrangers. Donc c'est une très bonne nouvelle pour tout le marché. Et pour l'autre question sur côté Baltis, non, on n'a pas vocation nous à lever des fonds. On a plutôt une vision un peu plus artisanale, un peu plus quotidienne des opérations comme on a fait depuis 2016. Donc pas de levée de fonds dans les tuyaux. Mathilde Clanzan, cette levée de fonds, elle est record pour le marché. Est-ce qu'elle est vraiment exceptionnelle ou il faut s'attendre à des montants de cet acabit à l'avenir? Non, elle est pour l'instant évidemment exceptionnelle et moi aussi je m'en félicite parce que ça conforte en fait notre idée et l'idée originelle en fait que le crowdfunding a toute sa place à tenir dans l'écosystème financier aujourd'hui de l'investissement. Voilà. Après, est-ce qu'il y en aura d'autres? Je le souhaite, ce serait tant mieux. Maintenant, je pense qu'il va y avoir énormément plutôt de consolidation. Est-ce qu'elles vont s'accompagner de telles levées? Je ne suis pas certaine, mais en tout cas, il y a un marché européen qui est en train de s'ouvrir. Donc, il y a des rapprochements de plateformes qui sont en cours, il y a des discussions qui sont en cours. Il y a des nouveaux marchés, certes, à aller explorer, développer des nouveaux produits et Club Funding montre un peu l'exemple, mais je pense qu'il y a quand même de la place pour tout le monde. Il y a aujourd'hui
on y reviendra aussi sur cette intermédiation finalement de la collecte, mais il y a encore de la place à aller chercher sur des investisseurs particuliers notamment pour continuer à évangéliser et montrer à quel point le crowdfunding est un produit intéressant. Alors justement, avant l'intermédiation, la consolidation, Alexandre Toussaint, je le disais, vous avez racheté Proximea, une plateforme spécialisée dans l'immobilier également. C'est quoi vos projets? Quels sont vos projets avec cette plateforme? Effectivement, Baltis a racheté Proximea il y a quelques semaines. L'objectif, il était double. Le premier, parce que Proximea, qui avait été créé par Banque Populaire Grand Ouest en 2015, est spécialisé sur 3 secteurs, qui sont l'immobilier, les startups et les énergies renouvelables et énergies nouvelles. Donc ça nous permet de d'étendre notre gamme de produits et nos solutions d'investissement. Et deuxièmement, c'était donc Banque Populaire Grand Ouest avec un fort ancrage territorial sur le territoire du Grand Ouest, donc principalement Bretagne, Pays de la Loire et Normandie. Et on a une vraie volonté de se développer sur l'arc atlantique, on inclut nous aussi la Nouvelle-Aquitaine. Donc on veut se développer plutôt en région, à l'inverse de certains qui vont plutôt dans l'Union européenne. Nous, on se développe les territoires, les régions. Donc deux vocations, le côté start-up principalement et le Grand Ouest. Avec cette opération, vous avez aussi mis la main sur un portefeuille de 3200 clients patrimoniaux, la clientèle patrimoniale. Justement, on y va. Les CGP, c'est le nouveau terrain de chasse de beaucoup de plateformes. En septembre 2021, on titrait déjà dans l'AGFI Actif, Crowdfunding et CGP, le début d'une idylle. J'adore ce titre. Mathilde Clanzan, où en sommes-nous de cette idylle? Un an après, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une idylle? Bien sûr, parce qu'elle est en train de prendre le pas même sur la définition de plateforme de crowdfunding. Aujourd'hui, certaines plateformes n'ont plus que le nom finalement en crowdfunding, parce que quand vous collectez 90% de votre collecte avec de la profession intermédiaire, forcément, vous avez toujours que 10% d'investisseurs particuliers. Donc oui, évidemment, ça prend le pas, mais quelque part, c'est un peu logique et c'est juste une tendance de fond. Dans les pays anglo-saxons et notamment aux États-Unis, aujourd'hui, c'est 90% des collectes dites de crowdfunding qui se font par des réseaux intermédiaires et par des réseaux professionnels. Donc, et en France, on a une idée du chiffre à peu près? Il faudrait faire une moyenne, non, c'est très compliqué, mais vous avez des plateformes sur lesquelles c'est 80-90%, d'autres c'est plutôt 60%. Chez WeSeed, on est plutôt encore à 10-15% d'intermédiaires par rapport au crowd. Non, c'est assez... le rythme des collectes aujourd'hui, en tout cas pour ceux qui ont des collectes, parce qu'il y a quand même un faible ralentissement des collectes aujourd'hui par rapport à il y a quelques années, puisqu'il y a de plus en plus d'offres, de plus en plus de projets, parce que les opérateurs immobiliers, en fait, nous contactent de plus en plus, se convertissent eux-mêmes au crowdfunding. Et donc, en général, les durées de collecte démontrent que les projets sont surtout intermédiaires, c'est-à-dire auprès d'une clientèle CGP. Thaïs Castan, je me tourne vers vous. Est-ce que vous avez senti une appétence un peu plus accrue de la part de vos confrères, vos consoeurs CGP ces dernières années pour le crowdfunding? Alors, concernant les confrères, oui, et puis ça vient essentiellement des clients, c'est-à-dire que grâce au réseau, ils sont d'autant plus informés des nouvelles possibilités d'investissement, donc ils sont demandeurs d'informations à ce sujet, demandeurs de conseils également, et c'est vrai que se tourner vers des professionnels pour savoir quelle plateforme est plus adaptée qu'une autre en fonction des besoins du client, quel projet peut mieux correspondre à ce que le client recherche. Voilà, ça, ce sont des sujets d'actualité. C'est vrai que on est dans une grande mode du crowdfunding depuis 2-3 ans maintenant. En tout cas, je parle plutôt vis-à-vis des particuliers aujourd'hui. Et donc, beaucoup de questions viennent de la part de nos clients qui suscite un intérêt à ce sujet. Et les CGP avaient aussi des questions, il y a eu plusieurs freins à lever pour faciliter cette intermédiation. On sait que Financement Participatif France a proposé un contrat de place aux plateformes pour faciliter le travail et les relations avec les CGP. Parmi les freins, il y avait notamment la question d'un modèle de commission à mettre en place. Alors, de ce qu'on entend du marché, généralement, la commission varie entre 1, 1,5, 2%. Thaïs Castan, 1,5, 2%, est-ce que ça vous met des paillettes dans les yeux? Alors, tout est relatif. Ça veut dire que par rapport à d'autres solutions d'investissement, c'est vrai que cette rétrocommission est plutôt faible. Alors après, tout dépend du volume qui est conseillé. C'est-à-dire que si le distributeur met à disposition des moyens numériques sur une plateforme
qui facilite la souscription. Je compare par rapport à d'autres investissements où c'est vrai qu'il y a une conformité qui est assez lourde et une réglementation qui s'accrue avec le temps. Donc si le distributeur met à disposition une facilité de souscription, on peut faire plus de volume et donc cette rétrocommission pourrait avoir du sens. Eh bien, très bien. Mathilde. De rebondir sur le point de vue plateforme sur ce taux qui, moi, Allez-y, me semble Alexandre. élevé. Parce qu'on parle quand même d'une durée d'investissement généralement de 1 an. Donc, si la rétrocommission est de 1% sur une période d'1 an, c'est-à-dire que si l'opérateur, l'investisseur investit sur une période de 10 ans, ça fait 1% par an, ça fait 10%. Donc, on est plus qu'au double qu'une SCPI. Si on part sur 20 ans, ça fait 20%. Donc, en fait, on est au quadruple d'une SCPI. Donc, il faut garder le taux en fonction, il faut regarder le taux en fonction de la durée d'investissement du produit. On a même du 1% sur des périodes de 6 mois. Donc, si l'investisseur réinvestit encore sur 6 mois, et ça fait 2% en fait sur l'année. Donc c'est ça qu'il faut un petit peu modérer. Ouais. Aujourd'hui, Mathilde Iclanzan, les plateformes, les CGP, elles ont trouvé leur modèle de fonctionnement? Oui, je crois de plus en plus. Et je le disais, il y a aussi, par rapport à ce que disait Thaïs, excusez-moi, le fait qu'on est profondément digitalisé, qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les KYC, donc vous parlez de compliance, de conformité, c'est un non-sujet en fait sur les plateformes et ça va le devenir de moins en moins. Donc il y a en effet une simplification des démarches, il y a une rapidité aujourd'hui de prise en charge et d'onboarding en fait des clients directs ou indirects. On a aussi des manières de suivre les clients des CGP qui font qu'il n'y a pas de crainte de perte de clientèle. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un CGP va venir recommander la plateforme WeSeed, par exemple, que demain, si le client vient directement sur WeSeed, le CGP ne sera pas rémunéré. On a des outils informatiques qui font qu'aujourd'hui, la relation client reste au CGP. Et ça, c'est primordial aujourd'hui. Donc oui, il y a vraiment un contrat de place qui est en train de se mettre en place, qui est en train de se déployer un petit peu partout. Les CGP eux-mêmes ont des besoins de diversification sur différentes plateformes parce qu'elles connaissent nos éléments différenciants, elles ont des relations différentes, elles ont des taux de rémunération, donc elles-mêmes, elles diversifient en fonction des projets, en fonction des plateformes. Donc oui, clairement, il y a vraiment en ce moment beaucoup de développement sur cette partie-là, mais aussi sur des fonds de dette, mais aussi sur les institutionnels. Et puis les plateformes sont en train aussi de monter leurs propres outils de financement et de collecte, que ce soit par des fonds qui seraient distribués en retail ou en mettant en place des club deals, par exemple. Nous, on met en place nous-mêmes des club deals qui nous permettent ensuite d'investir dans différents projets, etc. Donc, oui, il y a vraiment en ce moment une structuration très, très forte et très accélérée des plateformes avec les investisseurs professionnels. Et il y en a tellement qu'on n'aura pas le temps de tout voir aujourd'hui, parce qu'on dépasse déjà notre timing. Merci en tous les cas à tous les trois d'avoir été avec nous, justement pour continuer à suivre l'actualité du crowdfunding et de la gestion de patrimoine. Ne manquez pas le prochain numéro de la GFI Actif, la nouvelle formule. Le prochain numéro sort le vendredi 21 septembre et on parlera justement de crowdfunding. Merci à tous d'avoir été avec nous et de continuer à nous suivre. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt pour un prochain Point Immo.